Et enfin, l'autopsie révèle qu'elle est décédée de mort violente. Au premier abord, d'aucuns pourraient penser que la Chambre ne pouvait que conclure que cette personne avait été assassinée alors qu'elle était détenue par l'Utsheka. Or, au vu des éléments de preuve détaillés qui ont été présentés à propos des circonstances du décès de Saniye Balai, cette conclusion, semble-t-il évidente, aurait été erronée. À titre d'exemple, la Chambre a entendu des témoignages selon lesquels un commandant de l'Utsheka avait ordonné la libération de Saniye Balai. La victime avait sur elle une somme d'argent considérable, et le soldat de l'Utsheka qui l'a assassiné le savait. Saniye Balai n'a pas été tué dans des locaux de l'Utsheka ou à proximité du secteur du canal du lac de Radonjić. De surcroît, plusieurs témoins ont mentionné que l'Utsheka avait diligenté une enquête sur ce meurtre. Compte tenu de l'ensemble des preuves présentées sur ce point, la Chambre estime que si l'Utsheka est peut-être impliqué dans ce meurtre, il est tout aussi raisonnable de conclure que Saniye Balai a pu être prise pour cible par des personnes qui n'agissaient pas sous la direction de l'Utsheka ou en exécution de la politique adoptée par celle-ci, et qu'elle n'a peut-être pas été tuée alors qu'elle était sous la garde de l'Utsheka. Les éléments de preuve présentés à propos des autres meurtres allégués dont les victimes ont été retrouvées dans le secteur du canal de lac de Radonjić ont été moins nombreux. Dans certains cas, les circonstances entourant la disparition de la victime n'ont absolument pas été élucidées. Certaines dépouilles découvertes dans le secteur du canal du lac de Radonjić n'ont pas été identifiées. Même les meurtres au sujet desquels la Chambre a reçu de nombreux éléments de preuve n'ont pu tous être imputés à l'Utsheka. Par conséquent, le fait que les corps des victimes ont été trouvés dans le secteur du canal du lac de Radonjić n'a pas permis à la Chambre de tirer des conclusions plus générales concernant l'identité de l'auteur des meurtres et du groupe auquel il était éventuellement affilié. En conclusion, la Chambre a constaté que des soldats de l'Utsheka avaient infligé les traitements cruels, les tortures et commis les viols et les meurtres rapportés dans l'acte d'accusation au chef suivant: chef 6, chef 14, chef 20, chef 22, mais uniquement en ce qui concerne les meurtres de Nourié Krasnitchi, Istrev Krasnitchi et Saniye Balai, chef 28, chef 30, chef 32 et chef 36 et 37, mais uniquement en ce qui concerne le témoin 61. Comme il a déjà été dit, l'accusation tient les 3 accusés responsables de ces crimes en tant que membres d'une entreprise criminelle commune, dont le but aurait été de permettre à l'Utsheka d'exercer un contrôle total sur la zone de Đukađin, en procédant au transfert illégal de civils serbes et en leur infligeant des mauvais traitements, ainsi qu'aux civils albanais et roms du Kosovo, et à d'autres civils collaborant ou soupçonnés de collaborer avec les forces serbes
ou soupçonné de ne pas soutenir Lucheka. L'accusation a présenté peu d'éléments de preuve directs concernant le but criminel commun allégué. Elle s'est contentée de demander à la Chambre de déduire, sur la base d'éléments de preuve indirects portant essentiellement sur des crimes commis par des soldats de Lucheka, qu'il existait une entreprise criminelle commune. S'agissant du meurtre de Saniye Balai, la Chambre rappelle que d'autres théories, tout aussi raisonnables que celles de l'accusation, peuvent être envisagées. Bien que les événements survenus au quartier général de Jablanica semblent indiquer que les crimes commis à cet endroit l'ont été de façon systématique, la Chambre a néanmoins estimé que les éléments de preuve présentés ne suffisaient pas à conclure à l'existence d'un but criminel commun, qu'un ou plusieurs accusés auraient partagé avec d'autres membres de l'entreprise criminelle commune alléguée. En conclusion, après avoir examiné la totalité des éléments de preuve, tant directs qu'indirects, la Chambre n'a pas été convaincue, au-delà de tout doute raisonnable, que les 3 accusés avaient participé à une entreprise criminelle commune, comme il le leur est reproché dans l'acte d'accusation. À défaut, les 3 accusés sont tenus responsables d'avoir commis, planifié, incité à commettre ou ordonné nombre des crimes retenus dans l'acte d'accusation ou de s'en être rendus complices. Pour 2 chefs d'accusation seulement, la Chambre a reçu suffisamment d'éléments de preuve pour être convaincue, au-delà de tout doute raisonnable, de la responsabilité pénale individuelle de l'un des accusés, à savoir Lahi Brahimai. La Chambre va maintenant exposer le résumé des constatations et conclusions y afférents. Au chef 28. L'accusation allègue que le 13 juin 1998, ou vers cette date, des soldats de Lucheka ont arrêté le témoin 6 après avoir fouillé son véhicule et trouvé une arme. D'après l'acte d'accusation, le témoin 6 a ensuite été placé en détention au quartier général de Jablanica, où il a été régulièrement battu par des soldats de Lucheka, y compris Lahi Brahimai. Au vu des éléments de preuve présentés, la Chambre est convaincue que le témoin 6 a été détenu au quartier général de Jablanica pendant 6 semaines environ, à partir du 13 juin 1998 ou vers cette date. Durant les 4 premières semaines de sa détention environ, il a été régulièrement roué de coups par des soldats de Lucheka qui lui ont infligé de grandes souffrances et des blessures graves, entraînant des séquelles physiques à long terme. De plus, le témoin 7 et le témoin 16 ont déclaré qu'un commandant présent au quartier général les avait informés que le témoin 6 avait été jugé coupable ou condamné. Selon eux, le commandant a tenu des propos hargneux à l'encontre du président Rugova et de ceux qui ne combattaient pas. Le témoin 6 a lui-même déclaré qu'à sa libération, on lui avait remis une décision écrite de Nazmi Brahimai dans laquelle il était indiqué que s'il récidivait, il serait poursuivi. Au vu des éléments de preuve présentés, la Chambre est convaincue que des soldats de Lucheka ont infligé des mauvais traitements au témoin 6 pour le punir. En conséquence, la Chambre estime que le témoin 6 a été victime de traitements cruels et de tortures,
infligées par des soldats de l'Utcheka ou par des personnes ayant des liens avec celle-ci. Le témoin 6 a affirmé que Lahi Brahimai avait participé à plusieurs passages à tabac et qu'il était parfois présent lorsque d'autres le battaient. Le témoin 6 a ajouté que Lahi Brahimai était l'un de ceux qui l'accusaient de fréquenter des Serbes et d'espionner pour leur compte. Le témoin 6 a eu largement l'occasion de voir Lahi Brahimai pendant les 4 semaines environ où il a été brutalisé. En outre, le témoin 6 a déclaré que pendant les 2 semaines suivantes, il avait régulièrement vu Lahi Brahimai au quartier général de Yablanitsa. Selon les propos du témoin 6, certains s'adressaient à lui en l'appelant Lahi ou Majoub, qui était le surnom de Lahi Brahimai comme il l'a appris par la suite. Le témoin 6 a plus tard reconnu Lahi Brahimai sur une planche photographique présentée par l'accusation. Au vu des éléments pris dans leur totalité, la Chambre est donc convaincue que Lahi Brahimai a personnellement pris part aux traitements cruels et aux tortures infligées au témoin 6 et qu'il doit par conséquent être déclaré coupable pour avoir commis ces crimes. Au chef 32, l'accusation allègue qu'en juin 1998, le témoin 3 a été détenu au quartier général de l'Utcheka à Yablanitsa et qu'il y a subi des sévices corporels graves entre les mains de l'Utcheka. La Chambre est convaincue que le témoin 3 a été victime de sévices infligés par des soldats de l'Utcheka ou par des personnes ayant des liens avec celle-ci. Sévices qui lui ont causé de grandes souffrances et que ces souffrances ont été infligées de manière intentionnelle. La Chambre est également convaincue que le témoin 3 a été battu en guise de punition pour avoir dissimulé une arme et dans une volonté d'exercer à son encontre une discrimination en raison de ses liens présumés avec les Serbes. En conséquence, la Chambre est convaincue, au-delà de tout doute raisonnable, que des soldats de l'Utcheka ou des personnes ayant des liens avec l'Utcheka se sont rendus coupables de traitements cruels et de tortures à l'encontre du témoin 3. De plus, les éléments de preuve présentés montrent, au-delà de tout doute raisonnable, que Lahi Brahimai a laissé le témoin 3 dans une pièce du quartier général de Yablanitsa et que, peu après son départ, des soldats de l'Utcheka ou des personnes ayant des liens avec l'Utcheka ont fait irruption dans cette pièce et ont frappé le témoin 3 à l'aide de battes de baseball. Les éléments de preuve présentés montrent également, au-delà de tout doute raisonnable, qu'à une autre occasion, Lahi Brahimai a interrogé le témoin 3 en l'accusant d'avoir soutenu la police serbe et d'avoir dissimulé une arme automatique. Cette fois-là, Lahi Brahimai a demandé à 2 femmes en uniforme noir qui assistaient à la scène de s'entraîner sur lui. Les 2 femmes ont alors frappé le témoin 3. La Chambre estime que la part prise par Lahi Brahimai dans les interrogatoires, ainsi que son rang dans la hiérarchie, prouve son intention de causer de grandes souffrances physiques au témoin 3, afin de punir ce dernier d'avoir dissimulé une arme et d'exercer à son encontre une discrimination en raison de ses liens présumés avec les Serbes. Partant,
La Chambre estime que Lahi Brahimai doit être déclaré coupable des traitements cruels et des tortures qui lui sont reprochés au chef 32. S'agissant des autres crimes visés par les chefs 6, 20, 30, 36 et 37, la Chambre juge que les éléments de preuve présentés par l'accusation ne permettent pas de tenir les accusés pénalement responsables de ces crimes. Au chef 14, Idriss Balaï est accusé d'avoir commis, planifié, incité à commettre les meurtres de la mère et des deux sœurs, du témoin 4 et du témoin 19, ou de s'en être fait le complice. La Chambre estime, à la majorité, qu'aucun élément de preuve ne permet de conclure qu'Idriss Balaï aurait sciemment participé ou aidé à la commission de l'un quelconque des meurtres reprochés. La Chambre note en particulier l'absence d'éléments de preuve indiquant qu'Idriss Balaï savait, à l'époque, que des meurtres étaient commis ou étaient sur le point de l'être. Le juge Hopfel, exprimant son désaccord à propos de la responsabilité pénale d'Idriss Balaï en tant que complice du meurtre de la sœur S. Après avoir résumé ses conclusions, la Chambre va à présent rendre son jugement. Monsieur Haradinaï, veuillez vous lever. Non, j'ai juste demandé à Monsieur Haradinaï de se lever. Je vous inviterai, Monsieur Balaï et... Monsieur Balaï, je vous inviterai à vous lever plus tard. Pour les motifs résumés plus haut. Après avoir examiné tous les éléments de preuve et les arguments présentés par les parties, tenant compte du statut et du règlement, et se fondant sur les constatations et les conclusions exposées dans le jugement, la présente Chambre vous déclare Monsieur Haradinaï non coupable et vous acquitte en conséquence de tous les chefs, et je souhaiterais un peu de calme, je vous prie, de tous les chefs retenus contre vous dans l'acte d'accusation. La Chambre ordonne que vous soyez immédiatement libérés du quartier pénitentiaire des Nations Unies, une fois prises toutes les dispositions nécessaires. Vous pouvez vous asseoir. Et le public est invité à ne pas perturber le prononcé de ce jugement. Monsieur Balaï, veuillez vous lever. Pour les motifs résumés plus haut, après avoir examiné tous les éléments de preuve et les arguments présentés par les parties, tenant compte du statut et du règlement, et se fondant sur les constatations et les conclusions exposées dans le jugement, la Chambre, à la majorité des juges, vous déclare non coupable, le juge Hopfel étant en désaccord, et vous acquitte en conséquence de tous les chefs retenus contre vous dans l'acte d'accusation. La Chambre ordonne que vous soyez libérés du quartier pénitentiaire des Nations Unies, une fois prises toutes les dispositions nécessaires pour que vous soyez remis aux autorités compétentes afin d'exécuter la peine que vous purgez au moment de votre transfèrement au siège du tribunal. Vous pouvez vous asseoir.
Monsieur Brahimai, veuillez vous lever. Pour les motifs résumés plus haut, après avoir examiné tous les éléments de preuve et les arguments présentés par les parties, tenant compte du statut et du règlement, et se fondant sur les constatations et les conclusions exposées dans le jugement, la présente Chambre vous déclare coupable des chefs suivants. Chef 28, pour les traitements cruels et les tortures infligées au témoin 6 des violations des lois ou coutumes de la guerre sanctionnées par l'article 3 du statut. Chef 32, pour les traitements cruels et les tortures infligées au témoin 3 des violations des lois ou coutumes de la guerre sanctionnées par l'article 3 du statut. Vous êtes tenu responsable de ces crimes sur la base de l'article 7.1 du statut du tribunal. La Chambre vous déclare non coupable des autres chefs retenus contre vous dans l'acte d'accusation. Pour fixer la peine, la Chambre a tenu compte de la gravité inhérente au crime dont vous avez été déclaré coupable, du fait que vous y avez participé directement et de votre rang élevé dans la hiérarchie de l'UCHECA. La Chambre a également tenu compte de la vulnérabilité des victimes et des traumatismes physiques et psychologiques qu'elles ont endurés. Elle a en outre pris en compte le fait qu'après avoir appris la mort de l'un de ses co-détenus des suites des sévices qui lui avaient été infligés, le témoin 6 a dû craindre pour sa vie. Cela étant, la Chambre a retenu comme circonstance atténuante votre reddition volontaire au tribunal et votre situation familiale. Pour les crimes que vous avez commis, la Chambre vous condamne, M. Brahimai, à une peine unique de 6 ans d'emprisonnement. La période que vous avez passée en détention, soit 1109 jours, est déduite de la durée totale de la peine. Ainsi qu'il a été dit, le juge Hopfel joint une opinion dissidente concernant l'un des chefs d'accusation dont il va à présent donner un résumé. Le juge Hopfel. Bien que je respecte entièrement l'opinion exprimée par la majorité des juges de la Chambre, je suis en désaccord avec certaines conclusions tirées à propos du chef 14. S'agissant de ce chef, la Chambre a constaté que la sœur S, sa mère, et la sœur M avaient été séparément emmenée de chez elle, puis tuée par des soldats de l'UCHECA. Elle a par ailleurs constaté que l'accusé Idriss Balaï était présent lorsque ces personnes avaient été enlevées et lorsque la sœur S avait été, après son enlèvement, autorisée à rendre visite à sa famille. Les éléments de preuve ont montré qu'Idriss Balaï donnait des ordres à la sœur S, qui avait été forcée de rejoindre les rangs de l'UCHECA, qui lui avait ordonné de retourner à une certaine heure au quartier général de l'UCHECA après sa seconde visite à sa famille, et qu'il s'était assuré qu'elle avait obéi à ses ordres. En outre, les éléments de preuve ont montré qu'Idriss Balaï avait ordonné à la sœur S d'exécuter une personne et qu'il avait menacé de la tuer si elle n'obtempérait pas.
Si je suis d'accord avec ces constatations concernant le chef 14, je n'approuve pas la conclusion tirée par la majorité des juges de la Chambre selon laquelle aucun élément de preuve ne permet d'établir qu'Idriss Balaï s'est rendu complice du meurtre de la sœur S. À mon avis, les faits constatés suffisent pour conclure qu'en soumettant la sœur S aux ordres de Loucheka, Idriss Balaï a directement menacé sa vie. Cette menace s'est concrétisée et la sœur S est décédée. Pour ces raisons, je considère qu'Idriss Balaï a largement facilité le meurtre de cette dernière. Les éléments de preuve ont montré le rôle essentiel qu'a joué Idriss Balaï lors de l'enlèvement de la sœur S et en autorisant celle-ci à rendre visite à sa famille. Les menaces de mort qu'Idriss Balaï a proférées montrent en outre qu'il était persuadé qu'il avait droit de vie et de mort sur la sœur S. Compte tenu de ces éléments, je suis convaincu, au-delà de tout doute raisonnable, qu'Idriss Balaï savait que la sœur S serait assassinée et qu'en l'enlevant et en la soumettant à son contrôle, il faciliterait son meurtre. En conséquence, il s'est fait sciemment le complice du meurtre de la sœur S. J'estime donc qu'Idriss Balaï est complice du meurtre de la sœur S et qu'il aurait dû être déclaré coupable du chef 14. Le juge Horry, voilà qui conclut le prononcé du jugement, lequel va maintenant être mis à la disposition du public. L'audience est levée. Vous levez.